C'est bon, je suis là? Il y a le micro et tout ça? C'est bon. Ok. Bon, salut les gars. Donc là, on va commencer. Donc avec le QCM7, on commence aux exos. Je vais enlever Alors, donc QCM7. Donc dans ce QCM, on a trois éléments. Donc ici, c'est sous forme de bague. Donc un élément en aluminium, un en krypton et un en or. Donc dans les données, on a la masse des protons-neutrons, la masse atomique de l'or, le défaut de masse de l'aluminium, la masse nucléaire du krypton, et on considère que les bagues elles sont pures avec les aimants. Donc, QCMA, la masse atomique de l'aluminium est de tant de UMA. Donc ça c'était faux. Donc on commence d'abord pour ce QCM. Donc on nous affiche la formule du défaut de masse du cours, donc qui est la masse nucléaire moins le nombre de protons moins le nombre de neutrons en fait, de l'atome. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est la masse nucléaire de l'aluminium, parce que c'est comme ça qu'on aura accès à sa masse atomique. Donc là, on isole la masse nucléaire de la formule en rouge. Voilà, on l'isole. Et on fait l'application numérique. Donc dans les données, on a le défaut de masse de l'aluminium, donc au début, ici, là. Hop, le défaut de masse de l'aluminium. Ensuite, on a le nombre de protons, donc 13 dans l'aluminium, plus le nombre de neutrons qu'on enlève. Et donc, ça nous fait la masse nucléaire de l'aluminium qui est égale à 26,974401 UMA. Donc là, on a la masse nucléaire. Maintenant, pour avoir accès à la masse atomique, on reprend cette formule du cours. Donc en fait, là, elle peut paraître un peu compliquée, mais c'est facile. C'est la masse atomique est égale à la masse nucléaire, donc le noyau, auquel on rajoute les électrons. Ici. Ok. Donc on a trouvé la masse du noyau juste avant. On rajoute le nombre d'électrons, donc 13. Et à la fin, on trouve 26,981 546 UMA. Donc voilà, ça c'était la réponse à l'item. Ensuite, B. Donc l'énergie de liaison totale de l'or en valeur absolue est de 1518,034 MeV. Donc ça c'était faux. Donc petit rappel, donc l'énergie de liaison totale notée B d'un élément, c'est son défaut de masse fois C carré, donc qui est 931,5. Ici, donc on a fait un petit code couleur. Donc d'abord, on va commencer par trouver le défaut de masse ici pour trouver l'énergie de liaison totale. Donc ici, on a la formule du défaut de masse. Donc voilà, c'est la même qu'à l'item A, QCM A. Donc il nous manque ça, la masse nucléaire de l'or. Ok, il nous le manque pour calculer le défaut de masse. Donc on va commencer par calculer la masse nucléaire de l'or. Donc dans l'énoncé, on nous donne la masse atomique. À cette masse atomique, on va enlever les électrons pour trouver la masse du noyau. Ok. Donc on continue, on fait l'application numérique. Là, on a la masse atomique de l'énoncé de l'or, auquel on enlève 79 fois la masse d'un électron, puisqu'il y a 79 protons et donc 79 électrons. Okay. Et à la fin, on trouve que la masse nucléaire de l'or est égale à 196,923,211,5 UMA. D'accord, donc là, on revient à notre formule du défaut de masse. Voilà. Ici, donc là, on a notre défaut de masse qu'on va pouvoir remplacer par la formule du début. Ok. Maintenant, on a ça, donc c'est nickel. On fait fois 931,5 puisque c'est C carré. Et on fait l'application numérique. Donc la masse nucléaire de l'or qu'on a trouvé juste avant, en marron. Voilà, là on sort le nombre de protons de l'or, donc 79. On sort le nombre de neutrons, donc 197 moins 79. Et fois 931,5. Et on trouve que l'énergie de liaison totale pour l'or, c'est 1558,398 103 MeV. Donc là, c'était encore faux, à l'item BE. En fait, le piège, c'était que ici, on vous faisait utiliser la masse nucléaire, alors qu'il fallait utiliser la masse, le défaut de masse. Ok, donc QCMC, l'énergie de liaison par nucléon du krypton en valeur absolue est de 8,46 889 MeV.
Donc, rappel, l'énergie de liaison par nucléon d'un élément a pour formule, donc l'énergie de liaison totale sur le nombre de nucléons, B sur A, est égale à l'énergie de liaison totale sur le nombre de nucléons, A. Donc ici, en fait, on a directement accès au défaut de masse du krypton, toujours grâce à la même formule du défaut de masse qu'on a utilisé à la question A et à la question B. Donc ça, on l'a, parce qu'on a toutes les données dans l'énoncé. Voilà, donc on a toutes les données dans l'énoncé pour le krypton, donc on va pouvoir directement le calculer. Ici, on a le défaut de masse du krypton, qui est égal à la masse nucléaire du krypton qui est dans l'énoncé, moins son nombre de protons, donc 36 ici, ok, moins son nombre de neutrons, donc 83 moins 36, fois la masse des neutrons, et on trouve que c'est égal à moins 0,774 355 UMA, le défaut de masse du krypton. Ok. Donc maintenant qu'on a le défaut de masse, on va pouvoir utiliser cette formule pour trouver l'énergie de liaison par nucléon. Donc on fait le défaut de masse en valeur absolue, fois 931,5, donc toujours c carré, et divisé par le nombre de nucléons, du coup. Et là, c'était 83 pour le krypton. Et ça nous donne, en valeur absolue, 8,69 MeV. Donc c'était faux. Donc la deuxième partie de l'énoncé, donc là on a Wissou qui veut demander Hugo en mariage avec la deuxième bague la plus solide. Donc en fait là c'était ça le plus important à voir, c'était la deuxième bague la plus solide. Ici en fait, pour savoir quel élément est le plus solide, il faut comparer les énergies de liaison par nucléon. Donc c'est là le piège, c'est bien par nucléon, parce que c'est grâce à ça qu'on verra. En effet, donc voilà, là on a calculé celle du krypton, et maintenant il ne reste plus que celle de l'or et de l'aluminium à déterminer. Ok, donc c'est par nucléon. Donc à l'item B, donc rappelez-vous, on a calculé l'énergie de liaison totale de l'or. Donc maintenant, on a ça, on n'a plus qu'à diviser par le nombre de nucléons pour obtenir son énergie de liaison par nucléon. Donc là, c'était l'énergie de liaison totale qu'on avait trouvée à l'item B, en valeur absolue, divisé par son nombre de nucléons, ici, de l'or. Et du coup, on trouve 7,95 MeV. Donc ça, c'est le nombre, c'est l'énergie de liaison par nucléon, en fait. Ok. Et donc pour ce qui est de l'aluminium, en fait, on a le défaut de masse dans l'énoncé. Du coup, on n'a plus qu'à utiliser la formule, celle-là, en fait, la même qu'on utilise depuis tout à l'heure. Et on trouve 8,326 MeV. D'accord. Bon, là, on va faire un récapitulatif, du coup. Pour l'aluminium, on a 8,326 MeV. Pour le krypton, 8,69 MeV. Et pour l'or, 7,95 MeV. Donc, l'élément le plus solide, c'est celui-là, le krypton, parce qu'il a une énergie de liaison par nucléon la plus élevée. Le deuxième, c'est l'aluminium. Et le troisième, c'est l'or. Donc, Wissou prend la bague la plus solide, donc c'est celle en krypton. Et Hugo prend la deuxième la plus solide, donc celle en aluminium. Donc là, c'était faux et faux. Voilà. QCM 8. Donc là, il n'y avait rien. Il y a R. Coucou. Alors, du coup, on va commencer. Regardez comme elle est belle, Léa. Hop. Du coup, on vous demandait de calculer l'énergie totale libérée ici. Donc, vous n'aviez pas de quoi les calculer avec les formules classiques. En revanche, vous aviez l'énergie moyenne. Et donc, vous pouviez très facilement remonter à l'énergie totale avec cette formule. E bêta plus moyenne égale E bêta plus max divisé par 3. On isolait ce qu'on voulait, E bêta plus max. Et il nous suffisait ensuite de faire l'application numérique, donc en multipliant l'énergie moyenne par 3. Et on trouvait 1863 MeV environ, sauf que on vous demandait, voilà, un résultat en joules et non en MeV. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention aux unités. Du coup, on se servait de l'égalité 1 électron-volt égale 1,6 fois 10 moins 19 joules pour convertir. On prenait ce qu'on avait calculé juste avant, on n'oubliait pas de le multiplier par 10 puissance 6 pour passer des MeV au EV, et ensuite on multipliait par 1,6 fois 10 puissance moins 19,
Et du coup, on trouvait E bêta plus max égale 2,9 blablabla fois 10 moins 10 joules. Du coup, l'item A, il était vrai, il me semble. L'item B, il était faux. On vous demandait la masse nucléaire du hélium. Du coup, il y avait deux formules pour calculer ça. Soit on prenait celle avec les masses nucléaires, ou soit on prenait celle avec les masses atomiques, sachant que dans les deux cas, du coup, les ME- et M bêta+, c'est la même valeur. Voilà, donc ici, on se sert de celle avec les masses atomiques, tout simplement parce que dans l'énoncé, il me semble que c'était une masse atomique qui vous était donnée. Et ensuite, on cherchera celle avec la masse nucléaire, mais c'était tout à fait possible d'utiliser l'autre formule, en fait. Voilà, donc ensuite, là, on a détaillé comment isoler ce qu'on cherche, c'est-à-dire la masse nucléaire du hélium, enfin là, la masse atomique du hélium. Et ensuite, il nous suffisait de faire l'application numérique. Donc, en convertissant la masse atomique qu'on avait on l'avait en, je ne sais pas où c'est, mais il fallait la convertir en utilisant la conversion 1 sur Na. Ensuite, on a enlevé deux fois la masse d'un électron, donc toujours à connaître, 0,0005485. Et ensuite, voilà, on prenait l'énergie maximale en MeV et on convertit bien ce que je vous disais, la masse atomique du uranium en UMA, en se servant de UMA égale 1 sur Na grammes. Voilà. Et du coup, on trouvait une masse de 196,89 blablabla UMA. Sauf que c'était pas la masse atomique qu'on cherchait, mais bien la masse nucléaire. Du coup, la masse nucléaire égale la masse atomique moins la masse des électrons. Donc, moins 78 fois la masse d'un électron. Et du coup, on trouvait la masse nucléaire. Et du coup, il me semble que dans l'item, le piège, c'était que... Pardon. C'était la masse atomique qui vous était donnée et non la masse nucléaire. Du coup, l'item C, il était vrai, c'est ce qu'on a calculé juste avant. L'item D, cette fois, on vous demandait la masse nucléaire, mais en grammes. Du coup, on se servait de 1 UMA égale 1 sur Na grammes, encore une fois. Voilà. Il suffisait juste de faire la petite conversion, et du coup, l'item D était bien vrai. Et enfin, pour l'item E, on vous demandait si la réaction était possible. Donc, toujours pareil, pour savoir si une réaction bêta plus est possible, on regarde si le delta M de 2 isobar, il est supérieur à 1,022 MeV. Voilà, donc on l'a calculé. On fait attention de bien convertir en UMA, encore une fois. 2 multiplié par C carré, 931,5. Et on trouvait un delta M de 1800 MeV. Donc 1800, c'est très largement supérieur à 1,022. Du coup, le seuil, il était bien respecté et la réaction était possible. Voilà, donc au final, c'était ACDE, les lettres. Voilà. Alors, QCM9. Donc, au QCM9, donc là, on a Maëlle qui a un élément de fer. On nous dit qu'il se désintègre en cobalt. On nous dit aussi qu'elle voit un antineutrino s'échapper. Donc là, on a les données. On ne vous disait pas que c'était une bêta moins, mais vous allez voir que c'était ça. Et la masse nucléaire du fer. Alors, donc A. L'équation de désintégration est donc ça. Donc là, on a une bêta moins avec le fer qui se désintègre en cobalt, un électron pardon, et un antineutrino. Donc en effet, dans l'énoncé, on nous dit qu'elle voit un antineutrino s'échapper, donc ça pouvait être qu'une bêta moins, parce que c'est la seule réaction désintégration où cette particule est émise. Donc A, c'était vrai. Donc B, c'était vrai aussi. L'énergie maximale en valeur absolue de la réaction est de 4,586706 MeV. Donc là, on fait un petit rappel. Donc dans le cours, on a deux formules. Pour une bêta moins, on a l'énergie maximale et l'énergie moyenne. Donc là, on vous met comme ça. Donc l'énergie bêta moins max, c'est cette formule. Voilà, où on enlève la masse des électrons, on n'oublie pas. Ici, c'est avec les masses nucléaires. On l'a aussi avec les masses atomiques, mais dans cet exo, c'est celle-là qui nous intéresse. Et l'énergie bêta moins moyenne, c'est max sur 3. Donc pourquoi c'est ça? Là, on a fait un petit graphique. En gros, ça, c'est le spectre d'une émission bêta. Avec l'énergie maximum, et on voit que l'énergie moyenne d'une bêta, donc avec le plus de probabilité, c'est l'énergie max qu'on divise par 3. Voilà, ça c'est la probabilité d'émission ici. Donc dans l'énoncé, on nous donne l'énergie bêta moins moyenne. Donc il fallait commencer ici par la deuxième formule du rappel.
Donc, de l'énergie bêta moins moyenne, on isole l'énergie bêta moins max. Donc là, on calcule avec les données de l'énoncé fois 3 et on obtient l'énergie bêta moins max est égale à 4,586706 MeV. Donc B, c'était vrai. Donc C, c'est faux. La masse atomique de l'atome fils est de 55,9152 UMA. C'était faux. En effet, dans l'énoncé, on n'a accès qu'à la masse nucléaire de l'atome pair. Donc c'est ici qu'on va utiliser la première formule du rappel, parce que c'est comme ça qu'on aura accès à la masse nucléaire de l'atome fils. Ok? Donc là, on vous a mis un code couleur. Donc la masse nucléaire de l'atome fils, on l'isole, donc ça nous donne cette formule. Donc ça, il faudra que vous sachiez le faire, manipuler cette formule aussi. Donc là, on l'isole. Hop, on remplace par les données de l'énoncé. Donc celle-là, on vient de la trouver la question juste avant. 931,5, c'est toujours pareil. Là, c'est la masse d'un électron. Et ça, c'est la masse nucléaire de l'atome pair qu'on vous file. Et on trouve que la masse de l'atome fils, c'est celle-là du coup. Ok? En bleu. Mais attention, on nous demande la masse atomique. Voilà, là c'est pas dans l'énoncé, c'est dans le QCM. On nous demande la masse atomique. Donc il faut donc rajouter la masse des électrons. Donc la masse atomique de l'élément fils, c'est la masse nucléaire qu'on a trouvée juste avant, auquel on ajoute les électrons du cortège. Et donc on trouve 55,930,022 UMA. C'était là le piège en fait. Donc D, voilà. Et donc la masse atomique de l'atome fils est de tant de grammes. Donc ici, il fallait connaître cette conversion. Donc 1 UMA égale 1 sur Na grammes, qu'on préférera souvent à 1,66 10-27 grammes. Celle-là, elle est plus précise. Et donc l'application numérique, donc là on fait juste un produit en croix. Donc on a 1 UMA qui est égal à 1 sur Na grammes. Et donc 55,93022 UMA est égal à X grammes. X est égal donc à 55 fois 55 nana fois 1 sur Na. Et donc ça nous donne 9,2876 157 42 fois 10 puissance moins 23 grammes. Ok? Et donc E c'était faux parce que c'était item D. Voilà, merci. ABD. Salut. Alors, QCM 10 et 11, donc on avait un énoncé commun, donc on va essayer de prendre son temps, hein, donc vous prenez votre petit 4 heures, votre petit éclair au chocolat à côté, et on va faire ça tranquillement. Alors, item A. Donc, noyau riche en protons se transforme de la manière suivante. Donc là, on avait une équation d'une bêta plus. Donc, on voyait dans l'énoncé que c'était une transformation isobarique, qu'on avait le même nombre de masses sur nos deux éléments. On voyait cependant que notre nombre de protons baissait d'une unité. Donc, on pouvait voir que c'était soit une bêta plus, soit une capture électronique. Cependant, si la capture électronique elle est toujours possible, ce n'est pas le cas de la bêta plus. Il faut un seuil pour qu'il y ait bien deux rayons gamma de 511 keV qui soient produits ensuite. Donc on a une valeur seuil de 1,022 MeV à atteindre afin que la bêta plus soit possible. Donc on vérifie toujours cette valeur seuil par donc le calcul du défaut de masse fois C carré, donc 931,5 MeV. On fait notre application numérique et on voit que notre résultat est bien inférieur à notre valeur seuil. Donc la bêta plus est impossible et il n'y a que la CE qui est possible. Donc notre équation de désintégration sera forcément celle-ci, celle de la capture électronique. Item B, il était faux aussi, donc l'élément fils possède une vacance électronique sur la couche la plus éloignée du noyau. Alors il faut bien faire attention, il faut bien dissocier les choses. La capture électronique, elle se passe sur le noyau pair, qui va prendre un électron du cortège pour transformer un proton en neutron, car il est trop riche en protons. Donc cette capture électronique, elle s'effectue par le noyau, sur la couche la plus interne du cortège électronique. Il ne va pas s'ennuyer à aller prendre un électron trop loin. Du coup, notre élément fils, il aura une vacance électronique sur la couche la plus proche de son noyau et pas la plus éloignée comme dans l'item. Donc il était bien faux. Ensuite, après cette capture électronique, l'élément fils il va se désexciter, soit par émission d'un rayonnement X de fluorescence, soit par l'émission d'un électron d'OG. Item C, l'énergie cinétique de la désintégration est d'exactement 0,756 943 mètres. Donc là, on sait que notre capture électronique, elle se déroule chez l'élément pair. Chez l'élément pair. Donc il y a nécessité de vaincre l'énergie de liaison de l'électron qui capture. Et donc cette énergie de liaison, il faut l'enlever au calcul de l'énergie totale. Donc vu que c'est sur la couche la plus proche, on prend la couche K. On enlève notre énergie de liaison, on fait notre application numérique et on tombe sur cette valeur. Donc cette valeur, c'était celle de l'item
Ah oui, on faisait bien attention à homogénéiser les unités aussi. C'est en MeV, donc il fallait faire une petite conversion. Ce qu'on avait en keV dans le tableau. Donc notre item D, il est vrai. On le voit à la correction de l'item d'avant. Item E, l'énergie produite est libérée selon deux types de désexcitation nucléaire. Non, c'est pas nucléaire. C'est désexcitation du cortège électronique. Parce qu'il y a une vacance sur le cortège électronique. Donc il y a deux moyens de désexciter le cortège électronique. Un qui est radiatif, c'est-à-dire qu'on émet un rayonnement. Là, c'est le rayonnement X de fluorescence. Et l'autre qui est non radiatif, c'est l'électron dosé. Donc QCM 10, la réponse était D. QCM 11. En considérant le processus de désexcitation comme radiatif, c'est important de bien lire l'énoncé, parce qu'on pouvait répondre à l'item A et B très rapidement. Sachant que notre processus il était radiatif, on ne pouvait pas avoir émission d'électrons dosés. Il n'y a que le rayonnement X de fluorescence qui est radiatif. Donc l'item A et l'item B, ils étaient faux. Pas besoin de faire de calcul, ça fallait que ça aille vite là. Item C, il est possible d'observer un rayon X de fluorescence de 0,959 keV. Donc celui-là, il était vrai. On calcule l'énergie du rayonnement X grâce à la formule. Donc énergie de liaison de la couche K moins énergie de liaison de la couche L. On fait bien attention à prendre les valeurs d'énergie de liaison de l'élément fils, parce que la désexcitation, elle se produit sur l'élément fils. On fait notre application numérique, et on trouve bien deux rayonnements possibles, parce que notre élément fils, il avait deux couches L. Un rayonnement X d'énergie 0,959 keV, et un deuxième de 1,024 keV. Donc on avait bien deux rayonnements X de fluorescence possibles, avec deux valeurs d'énergie différentes. Donc item D, on ne retrouvait pas notre rayonnement X de fluorescence dans nos valeurs, donc il était faux. Et item E, il est possible d'observer un rayonnement X de fluorescence d'une fréquence de 1,547 x 10 puissance 36 Hz. Donc celui-là était faux. Grâce à la relation de Planck, on pouvait isoler notre fréquence et ainsi la trouver. On fait bien attention, la constante de Planck, elle est homogène à des joules, donc on transforme nos électronvolts en joules grâce à la conversion suivante, qu'il faut bien connaître, elle ne vous sera pas donnée. Et on trouve deux fréquences possibles pour nos deux rayonnements qui n'étaient pas se trouver par l'item. Voilà, donc QCM 11 c'était item C. Salut. Alors nous là on va corriger le QCM 12. Alors, du coup on va y aller. Alors premier item, on vous demandait le nombre d'atomes dans un gramme d'hélium du coup. Alors on utilise la formule petit n égale petit m sur grand M est égal grand N sur Na, donc le nombre d'Avogadro. En isolant, du coup, on trouve que le grand N, c'est petit m sur la masse molaire fois le nombre d'Avogadro. Et du coup, on vous refait un rappel, si la masse molaire ne vous est pas donnée, elle est en fait égale au nombre de masse A de l'atome. Alors nous, on vous demande le nombre d'atomes présents dans 1 gramme d'hélium. Donc on va utiliser la masse de l'hélium qui est de 1 gramme, puisqu'on vous demande dans 1 gramme, et la masse molaire de l'hélium qui est de 4 grammes par mol du coup. On fait notre petite application numérique et on trouve normalement un nombre de noyaux de 1,5055 x 10 puissance 23 noyaux. Donc l'item A était vrai. Item B, alors l'item B aussi il était vrai. Là on demandait l'énergie libérée pour la formation d'un atome d'hélium. On va utiliser la formule suivante, donc l'énergie c'est égal à donc la masse des réactifs moins la masse des produits, tout ça qu'on va multiplier par la célérité, par C carré, pardon, qui est de 931,5. Alors du coup, si on applique avec ce qu'on avait, on avait donc cette formule-là. Donc c'est bien la masse des réactifs moins la masse des produits. Et du coup, il fallait bien faire attention parce que du coup, ici, dans cette formule, c'est les masses atomiques qu'on demandait et pas les masses nucléaires. Et justement, dans les données, on avait beaucoup de masses nucléaires. Du coup, il fallait faire des petites... j'ai perdu mon mot. Ouais, tagine, je crois aussi. Des petites... Bon, j'ai perdu mon mot. Mais en gros, il fallait faire d'autres calculs, en gros, avant d'arriver à cette formule. Alors, du coup, ce qui nous donnait tout ça, alors on avait la masse atomique de cet atome-là, donc en fait, on rajoutait la masse d'un électron, qu'on trouvait 2,014 UMA. On fait pareil pour cet atome-là, et du coup, sauf que là, la différence, c'est que là, on avait une masse en grammes,
Et du coup, en fait, il faut bien utiliser 1 sur Na quand on convertit et pas 1,106 fois 10 puissance moins 24. Parce que du coup, après, ça change vachement les résultats et à la fin, on peut tomber sur un truc très différent. Donc, on fait pareil pour l'hélium. La même chose, on rajoute 2 électrons et on a notre masse en UMA, donc 4,0026033. On peut enfin en passer à notre application numérique qu'on multiplie par 931,5 et on a une énergie de 18,85 MeV. Item C. Alors, il était faux. On demandait là l'énergie en joules et pas en MeV comme tout à l'heure. On sait que un F, c'est 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules, c'est à connaître. On fait notre petite application numérique et on n'oublie pas de faire x 10 puissance 6 puisqu'en fait c'était 18,85 MeV et pas EV. Du coup, on obtient une énergie de 3,06 fois 10 moins 12 joules. Hop, du coup voilà, c'était le petit piège de cet item. Item D, là on demande l'énergie libérée pour la formation d'un gramme. Du coup, on a déjà calculé l'énergie libérée pour former un atome. Et on sait qu'il y a 1,5055 fois 10 puissance 23 atomes dans un gramme. On l'a calculé à l'item A. Du coup, on fait tout simplement en fait le nombre de noyaux fois l'énergie d'un atome, libéré par un atome. On fait notre application numérique et on obtient 2,837, etc. fois 10 puissance 30 eV. Et du coup, pour le mettre en MeV, on fait x 10 puissance moins 6. Et du coup, on obtient x 10 puissance 24. Et l'item E était faux, puisque là, on a demandé en joules. Et là, le petit piège, encore comme tout à l'heure, c'est qu'il ne fallait pas oublier de multiplier par 10 puissance 6, puisque c'était des MeV et pas des EV. Et du coup, on obtient 588 x 10 puissance 11 joules. Et du coup, les réponses étaient A, B et D. Voilà, je vous laisse pour le QCM 13. Salut les petits potes, bon du coup on se retrouve avec le QCM 13 et 14. Bon c'est un QCM qui n'est pas évident, vous allez voir les schémas de désintégration, vous n'allez pas trop revenir dessus, vous allez le faire en TD notamment, mais ça c'est vraiment le truc que Montaille adore faire. Donc du coup je vais vous lire vite fait un peu l'énoncé parce que ça va être super important. Donc on vous dit que le technetium 99 il est super intéressant notamment pour les scintigraphies. Donc en fait le but qu'on va essayer de trouver ça va être de produire beaucoup de ce technetium 99 métastable. Et on sait qu'en fait, il est produit industriellement, donc à des fins donc, du coup médicales, par l'intermédiaire de l'isotope 99 du molybdène dans des générateurs. Vous allez voir par la suite, notamment dans les cours. Donc on vous donne pas mal de données, là les données vont être super importantes. Montaille sur ce genre d'exercice, il fait exactement les mêmes choses d'ailleurs, c'est des QCM enchaînés donc sur 6 ou 7 QCM. Donc là les données sont super importantes. On vous donne la masse atomique donc, du molybdène, la probabilité d'émission du photon 1, la probabilité d'émission du photon 4 et 5. Et après, on va avoir un schéma qui représente ce qui se passe à l'intérieur d'un réacteur, donc du coup sous l'action humaine. Et ça, c'est bien important de le prendre en compte, c'est pas ce qui va se passer naturellement. Donc, je vais mettre comme d'hab. Donc du coup, ici, voilà, ça se présente comme ça, un schéma de désintégration. Nous allons avoir l'atome pair, ici, donc le molybdène. Je ne vais pas arriver à le dire, mais je vais dire mot. Du coup, et ici, on va avoir du coup notre atome fils, le technetium. Donc là, ici, vous pouvez voir qu'on a plusieurs technetiums. On va avoir le technetium ici 99, donc qui est du coup le noyau stable, enfin l'atome stable. Et on va avoir le 99 métastable, donc du coup, qui n'est pas tout à fait stable, qui est instable. Et donc, évidemment, il va falloir apprendre à lire ce schéma. Donc, d'ores et déjà, vous pouvez déjà lire les abscisses et les ordonnées sur le côté pour savoir à peu près où on s'en va. Bon, on va le reprendre plusieurs fois avec les items, mais normalement, à la fin, vous devrez pouvoir arriver à lire un schéma. Donc du coup, on vous demande l'équation des intégrations donc, du molybdène. Donc voilà. Donc pour ça, comment on va faire? Comment on va procéder? On va donc s'intéresser à la forme générale du schéma des intégrations. Donc on peut voir sur l'axe des ordonnées qu'on a le niveau d'énergie. Je vous remets le schéma. Ici, le niveau d'énergie qui est croissant. Donc c'est-à-dire qu'ici, on va avoir un très fort niveau d'énergie pour le molybdène et son but, ça va être par des désintégrations, arriver à un état d'énergie donc plus faible, donc plus stable. Donc ça, c'est sur cet axe-là.
Ok. Après, donc, du coup, sur l'axe désordonné, je vous le dis vite, désordonné, nous avons le niveau d'énergie croissant vers le haut. Ainsi, nous pouvons dire que le molybdène est instable. C'est pourquoi il va du coup se transformer, se désintégrer en plusieurs isotopes de technetium de niveaux d'énergie différents. Oui. Après, on va voir sur l'axe des abscisses, donc le nombre de protons qui augmente de gauche à droite. De là, nous pouvons dire que le technetium a un nombre plus important de protons que le molybdène. De plus, on sait que c'est une transformation isobarique parce qu'il n'y a pas changement du nombre de masses. Donc en conclusion, on peut affirmer que le molybdène se transforme en technetium par l'intermédiaire de réactions β-, et ce qu'on obtient donc du coup ce schéma de désintégration, cette équation de désintégration, donc avec un électron et un antineutrino, l'antiparticule de matière. Donc du coup, l'item B, il était faux, hein, c'était pas donc une β+. Donc après, on va essayer de s'intéresser donc à la masse atomique du technetium, 99. Donc on sait que le molybdène se transforme en technetium par l'intermédiaire de réactions β-. De plus, nous pouvons voir sur le schéma qu'il y a plusieurs probabilités, donc possibilités de transformation β-. Ah oui, je vais vous le reprendre. J'aurais dû remettre le schéma plusieurs fois. Je vais galérer. Donc voilà. Donc ici, vous êtes d'accord avec moi que finalement, il va y avoir plusieurs noyaux donc, de technetium, plus ou moins instables. Donc là, lui, il va avoir beaucoup d'énergie, donc il va être très instable. S'il se transforme par cette réaction-là, il va avoir un niveau d'énergie ici, mais il va être toujours très instable parce qu'il faut qu'il libère cette énergie. Donc voilà. Donc en gros, c'est pour ça qu'on va pouvoir avoir plein de possibilités d'apparition de noyaux instables. Et finalement, le seul noyau stable qui va être possible de voir, c'est par cette réaction-là. Bon, de plus, on peut voir que la réaction, elle n'est pas du tout importante, parce qu'il n'y a que 1% de probabilité. Mais c'est surtout que du coup, on va avoir la désintégration donc, du molybdène qui va donner du technetium 99 qui va être lui stable parce que l'énergie va être à 0. Et on va voir ici, ce qu'on appelle l'énergie disponible de la bêta max. Donc c'est l'énergie maximum que va prendre donc, du coup la bêta max. Donc finalement, cette énergie-là, ça va correspondre à celle-là. Donc quand on va faire comme on fait d'habitude avec le bêta moins, quand on va faire la masse atomique du molybdène moins la masse atomique du technetium fois c carré, on va obtenir cette valeur-là. Parce qu'on sait qu'à la fin, du coup, la totalité de l'énergie va être consommée. Donc si on reprend, évidemment, l'ordi bug. Donc voilà, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la nature va toujours faire en sorte que le noyau final soit stable. Hors intervention de l'homme, parce que nous, ici, on va chercher à avoir un noyau qui va être instable pour les examens médicaux. On se retrouve du coup à un niveau d'énergie fondamental. On a vu qu'il y avait plusieurs niveaux d'énergie et par conséquent, suite à ces transformations, nous pourrons observer des émissions gamma. Les émissions gamma vont permettre donc de faire partir l'énergie du noyau et retrouver l'état fondamental. Bon, ça, d'accord. Donc, on peut voir que la réaction β4, c'est celle que je viens de vous montrer, donne directement l'état fondamental. Ainsi, il n'y aura pas d'émission de photons. Globalement, l'énergie que nous calculons avec la formule va suivre, c'est toute l'énergie disponible pour arriver à l'état stable de l'atome. Cette énergie se répartira ensuite entre la transformation elle-même puis l'énergie du rayon gamma nécessaire à la discrétisation nucléaire. Donc du coup, voilà, si on repart de la formule que vous connaissez du cours, la masse atomique de l'atome père moins la masse atomique de l'atome fils va me donner donc du coup fois c carré. Ici, moi, je cherche la masse atomique du technetium, donc la masse atomique donc, de mon noyau fils. Donc, je manipule ma formule, histoire d'isoler tout ça. E bêta moins max, on l'a dans le schéma des intégrations. On va appliquer la formule. Attention, on n'oublie pas de convertir les keV en meV. Et on obtient donc une masse atomique donc, du technetium de 98,906 390 UMA. Bon, là, du coup, c'était juste des items qui allaient assez vite. Après, du coup, le spectre bêta est un spectre continu allant de 0 à 757 keV environ, donc ça, c'est vrai. L'énergie maximale que peut prendre la particule bêta, du coup, c'est 757 keV, ce qui va correspondre, du coup, donc à l'énergie la plus haute que va pouvoir prendre la particule. Et on sait qu'en plus, d'après le cours, l'énergie de la cinétique de la particule bêta peut prendre n'importe quelle valeur, comprise entre 0 et E bêta moins max, E bêta moins max étant celle qui nous était donnée. Du coup, on peut dire que la détection des particules bêta moins donne un spectre continu, parce que pour une bêta, c'est un spectre qui va être continu, allant de 0 à 757 keV. Donc là, c'était juste du cours, il fallait bien identifier donc, notre E bêta moins max. Après l'item E, il était faux. Dans 75% des transformations, l'énergie du bêta est de 142,7. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les niveaux d'énergie à droite du schéma, donc là je vous ai pas remis le schéma, mais si vous prenez le schéma sous les yeux, c'est correspond aux différents niveaux d'énergie du noyau fils. Et ces surplus d'énergie qui ne vont pas être pris en charge par la bêta
va être évacué par le biais donc d'émissions gamma afin de retrouver le niveau fondamental. Donc ces valeurs qu'il y a à droite donc, de votre schéma, je vais le remettre après mais je vais en avoir besoin après, ne donnent en aucun cas l'énergie de la particule bêta mais va bien donner l'énergie... J'arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Je galère avec le diapo parce que j'ai mis une fois le schéma. Voilà. Donc ici, ces valeurs ici, ce n'est pas les valeurs de la particule bêta, mais c'est bien l'énergie restante qui va devoir être éliminée par ces différents photons gamma. Donc du coup, on va voir qu'il y aura la possibilité d'avoir plusieurs énergies de photons gamma. Par exemple, on va avoir celui-là, il suffira de faire la soustraction donc, des valeurs seuil d'énergie pour avoir donc l'énergie du photon gamma. Mais la particule bêta, ça va être bien celle qu'on va devoir calculer comme ça. Donc voilà. Donc E bêta max, c'est finalement l'énergie du bêta X, donc selon la réaction qu'on fait, plus l'énergie X associée à l'énergie au palier d'énergie donc de l'atome fils. Donc soit l'énergie restante du niveau d'énergie. Ok. Donc du coup ici, si on se réfère au diagramme, la réaction qui est possible dans 75% des cas, ça va être la réaction numéro 3. Donc finalement, je le remplace. L'énergie de la bêta 3, c'est l'énergie de la particule bêta max moins l'énergie du niveau 1 qui correspond donc du coup à la réaction 3. On fait notre application numérique, on n'oublie pas de mettre donc, dans la même unité, donc en keV, et on obtient 614,6095 keV pour la particule, donc du coup 3. Et s'ajoute à ça, on rajoute ça et on retombe bien sur l'énergie bêta max qu'on avait donné dans l'exercice. Donc le QCM13, c'est ACD. D'accord, d'accord. Après, on va voir le QCM14, où là, on va calculer l'énergie moyenne du bêta le plus énergétique. Donc là, il faut bien faire attention. Donc déjà, là, ici, c'est l'énergie moyenne de la particule bêta et pas l'énergie max. Donc à un moment donné, il va falloir diviser par 3. Et le plus énergétique, ça ne veut pas dire le plus fréquent. Donc là, nous savons que la particule la plus énergétique est celle donnée par la réaction numéro 4, parce que du coup, la totalité de l'énergie va être emportée par la particule, parce que du coup, sur notre schéma de désintégration, on va arriver directement au niveau fondamental, donc ça veut dire que la particule bêta va avoir pris beaucoup d'énergie, la totalité de l'énergie, donc c'est notre bêta le plus énergétique qu'on va avoir. Ça, on est OK. Donc du coup, l'énergie de notre bêta max, ça va être de notre bêta 4 max, ça va être aussi l'énergie de notre bêta entier. Mais ici, nous, on veut bien l'énergie moyenne. Donc on a E bêta moins max qui a été donné, qu'on divise par 3. Et donc là, c'est là qu'il fallait faire attention, il fallait bien diviser par 3. Et on trouve l'énergie de la particule bêta 4 moyenne de 252,43,65. Donc là, il faut bien faire attention à l'ensemble des termes de l'item. A l'inverse, donc du coup, ici, on va vous demander l'énergie moyenne de la particule bêta le plus fréquent. Donc là, il faut bien faire attention entre le plus fréquent et le plus énergétique. Nous savons que la particule la particule la plus fréquente est celle donnée par la réaction numéro 3, où la réaction est possible dans 75% des cas. Donc dans 75% des cas, on va pouvoir observer une particule bêta 3. Donc du coup, on l'avait déjà calculé précédemment. On fait 614,6095 qu'on divise par 3 du coup, et on obtient donc l'énergie de la particule bêta 3 donc de 204,869 etc. keV. Donc ça c'était juste. Après, donc du coup l'item C, on va s'intéresser aux photons. Donc ça va permettre la désexcitation donc du noyau. Donc là, on arrête les désintégrations, on passe aux photons. Donc il va falloir se référer aux énergies restantes. Donc le photon gamma le plus fréquent est caractérisé par une énergie de temps. Donc là, il va bien falloir se référer au niveau des énergies à droite. Donc il faut qu'on reparte des données qui sont mises à disposition, c'est là qui sont super importantes. Donc on nous dit que la probabilité d'émission du photon 1 est de 1 pour 100 désintégration du molybdène, ce qui signifie que du coup, la probabilité d'émission du photon numéro 1 est de 1%, soit du coup très peu probable. Ok. La probabilité d'émission des photons 4 et 5 sont eux aussi très peu probables. Donc ici, pas de doute, on peut déjà écarter ces photons. Le photon 1, 4 et 5, ils sont écartés. Donc là, du coup, on les a éliminés. Ensuite, il va falloir déterminer lequel du photon 3 ou 2 est le plus probable. Donc il nous faut regarder la probabilité donc, de la réaction qu'il y a juste avant, qui déterminera après la probabilité d'émission du photon. Donc plus la probabilité de la réaction avant est grande, plus il sera probable d'avoir donc l'émission de ce même photon. Donc la probabilité de la réaction numéro 2, elle est de 20%, alors que la probabilité de la réaction numéro 1 est de 4%. Donc la réaction 2 est plus probable que la réaction 1. Donc le photon qui va découler de la réaction numéro 2 va être lui, quant à lui,
plus fréquent aussi. Donc par logique, on prétend à avoir une plus forte prépondérance de la réaction 2 et donc le photon qui lui est associé, le photon numéro 3. Donc on peut direct en conclure que le photon numéro 3 est le plus probable, le plus fréquent. Et maintenant, il va falloir caractériser son énergie. Donc quand on va chercher à calculer l'énergie du photon gamma numéro 3, ben, vous allez voir que suivant le diagramme, bon là je ne l'ai pas, ça va être l'énergie de l'état 2 moins l'énergie de l'état 1. Donc du coup, on fait l'application numérique, on trouve 38,3 keV. Et on arrive à l'item D, les transformations 2 et 3 sont prépondérantes dans la formation du radionucléide utile aux examens. Donc on sait que le radionucléide utile aux examens, c'est le 99 métastable. Donc on sait déjà que le réacteur permet de produire beaucoup de cet élément, donc on peut déjà être sûr que c'est important pour les examens médicaux. Sauf que là, maintenant, on va essayer de le prouver. La probabilité d'émission du photon 4 et 5 étant très peu probable, la production du noyau stable de technétium est elle aussi très peu probable parce que le photon 4 et 5, si vous vous référez au niveau de votre diagramme de désintégration, ben, il va permettre d'avoir le noyau stable et c'est pas ce qu'on veut, donc c'est pour ça qu'ils sont très peu probables et qu'on va faire en sorte avec le réacteur de ne pas les favoriser. La réaction 3 étant très probable à 75% va favoriser la formation du noyau instable, à savoir que le photon gamma 4, lui, est peu probable, donc pas de possibilité de désexcitation. Donc même si la réaction 3 est très probable, il ne va pas avoir de photon 4 qui va permettre d'aller à un niveau fondamental. Donc on va rester au niveau instable. Donc du coup, ça va permettre de favoriser la production de 99 métastables. Et après, on va voir la réaction 2. Quant à elle, est assez probable, mais on a surtout une très forte probabilité d'émission du photon à la suite de la réaction. Donc le photon 3, on l'a vu tout à l'heure, qui va permettre, lui, quant à lui, d'arriver à la formation du noyau aussi instable. Et donc là, du coup, on va avoir encore plus de 99 métastables. En fait, il faut le comprendre comme ça, c'est que là, du coup, vu qu'on sait que pour les besoins médicaux, on a besoin beaucoup de ça, tout va pousser à rendre favorable tout ce qu'on va pour produire ça, et défavorable ce qui va produire donc le noyau stable. Donc on peut dire que la réaction 2 et 3 sont super importantes pour la formation du noyau instable de technétium. Et l'item E, vas-y, j'ai plus d'idées, on s'arrête là, donc ça c'était vrai. Bon voilà, c'est super dur, vous allez le temps de le revoir, mais il faut s'y repencher doucement. Allez, du coup, les QCM 14 ABDE, bise. Salut. Bon, du coup, j'espère que ces deux derniers QCM vous a pas trop envoyé sur Jupiter. Du coup, on va passer on va passer à la correction du QCM 15. Du coup, l'item A, il était vrai, le nombre de masses du magnésium est de 48. Donc, je rappelle, le nombre de masses, ça équivaut aussi au nombre total de nucléons, c'est-à-dire au nombre de protons et de neutrons. L'item B, il est vrai, le nombre d'atomes du magnésium au temps initial, c'est-à-dire au temps T0 est de 6,273 fois 10 puissance 22. Donc, pour répondre à ce thème, il fallait utiliser l'équation avec la masse qui est égale sur la masse molaire qui est égale au nombre d'atomes au temps T0 sur le nombre d'Avogadro. Donc Na, c'est bien le nombre d'Avogadro, donc vous devez absolument connaître la valeur. N0 dans le nombre de noyaux à l'état initial, on l'isole dans la formule. Ensuite, on fait l'application numérique et ça nous donne bien 6,273 fois 10 puissance 22 noyaux. Il fallait bien faire attention à convertir les milligrammes en grammes pour conserver l'homogénéité des unités. Donc, item C, il était également vrai. À T est égal 5 minutes, l'activité est de 5,8746 fois 10 puissance 19 becquerel. Donc, on sait que l'activité, c'est égal à lambda fois le nombre de noyaux. On sait que le nombre de noyaux, c'est égal à n0 fois exponentielle de moins lambda fois t. Donc, on remplace cette valeur de n dans la formule du départ. Ça nous donne ça. On fait l'application numérique. Donc, ça fait un gros calcul. Et ça nous donne 5,8746 fois 10 puissance 19 becquerel. Ici encore, il fallait bien faire attention à bien convertir les unités. Dans le lambda, il était donné en heure moins 1. Il faut bien le transformer en seconde moins 1. Il faut bien obtenir des becquerels qui sont des désintégrations par seconde. Et les minutes en secondes. L'item D, il était faux. Donc là, pour ces deux derniers items, écoutez bien. Donc, on voulait la masse de la potion. Du coup, dans le cours, on a cette formule qui nous donne la masse. On a déjà calculé l'activité à t égale 5 minutes, donc on n'a plus qu'à appliquer la formule. Donc là, ça nous donne bien la masse du noyau de vanadium et ça nous donne 3,24 grammes.
Sauf que là, l'item, on veut calculer la masse, non pas la masse du vanillinium, mais la masse totale de la potion. Donc, sachant que le vanillinium, il occupe 70% de la potion, ça c'était dans l'énoncé. Il reste donc toujours les 30% non radioactifs n'ayant pas bougé. À t est égal 0, on a 5 grammes de vanillinium. Du coup, on va prendre 70% de cette masse initiale et ça nous donne bien 2,14 grammes. Donc la masse totale, il suffit juste de faire l'addition de la masse de la partie non radioactive et radioactive représentée par le vanillinium et ça nous fait 5,38 grammes. Dans l'item E, il était vrai. Donc ce QCM ABCE. Salut! Alors, QCM 16 et 17, c'était des exercices de décroissance radioactive. Donc on va direct enchaîner. Alors, item A, à partir de 36 heures, l'activité totale est celle de l'élément avec la constante de désintégration la plus grande. Ça, c'est faux. Il fallait comprendre la dernière phrase de l'énoncé qui disait que, pardon, à partir de 36 heures, la courbe de décroissance devient mono-exponentielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir de 36 heures, la désintégration, elle ne va dépendre que d'un seul radionucléide, celui avec la demi-vie la plus longue. La demi-vie, qu'est-ce que c'est? C'est le temps au bout duquel l'activité d'un radionucléide est divisée par 2. Donc plus la demi-vie est courte, plus vite sera éliminé le radionucléide. Et ces deux variables, donc la constante de désintégration et la demi-vie, sont inversement proportionnelles, puisque T1,5 s'exprime par cette formule, T1,5 égale ln de 2 sur lambda. Donc plus T1,5 est grand, plus lambda est petit. Donc à partir de 36 heures, la désintégration dépend de l'élément avec la demi-vie la plus grande, ça c'est une phrase dans le cours, et donc plus la constante de désintégration est petite. Item B, alors c'était faux, vu que là il y a un petit piège sur l'unité. On va quand même faire les calculs pour l'obtenir. On cherche à déterminer la constante de désintégration de l'élément qui reste. On connaît cette équation, AT égale à 0 fois exponentielle de moins lambda t. On va prendre A0 avec AT égale 36 heures. On prend 36 heures, vu que je répète, ça c'est important de le comprendre. À partir de 36 heures, il ne reste qu'un seul radionucléide, encore une fois celui avec la demi-vie la plus grande. Donc on prend ici à 0 à 36 heures, on aurait pu prendre des valeurs après, mais pas avant, puisqu'avant il y aurait eu un mélange de radionucléides. On va prendre comme AT égale 48 heures, et entre ces deux mesures, il s'est écoulé 12 heures. Donc on va essayer, non on va pas essayer, on va le faire. On va isoler lambda. Donc on fait AT sur A0 égale exponentielle de moins lambda t, par effet boule de neige ou par effet bonhomme de neige comme vous voulez. On va obtenir lambda égale moins ln de AT sur A0 divisé par t. On fait une application numérique, on met donc les activités et le temps qui sépare les deux mesures, donc 12 heures. Et on obtient ceci avec en unité heure puissance moins 1. Attention, la constante de désintégration s'exprime en unité de temps puissance moins 1. Attention, piège récurrent. Item C, donc à 48 heures, est-ce qu'il y a pour l'élément avec la demi-vie la plus courte cette activité? Non, puisque à partir de 36 heures, l'élément avec la demi-vie la plus courte n'est plus présent dans le mélange, donc il n'y a aucune activité. Item D, on veut le T1,5 on veut la demi-vie la plus courte, enfin la demi-vie de l'élément avec la demi-vie la plus courte. Donc maintenant qu'on a la constante de désintégration de l'élément avec la demi-vie la plus longue, on va pouvoir remonter à A0, AT égale 12 et AT égale 24 pour l'élément avec la demi-vie la plus longue. Donc on va chercher A0, donc là on va isoler le A0, et on fait une petite application numérique en prenant AT égale 36 heures. On prend encore une fois à 36 heures, parce que, je le répète, c'est vraiment très important, à partir de 36 heures, il ne reste qu'un seul radionucléide, celui avec la demi-vie la plus grande, et on fait une application numérique. La constante de désintégration est en heures, donc on met le temps en heure moins... Non, la constante de désintégration est en heure moins 1, piège récurrent, et on multiplie par le temps en heures, 36 heures. Et on obtient 60 000 becquerels. Avec la même méthode, on obtient AT égale 12 et AT égale 24, et il faut faire attention, voilà ce que je viens de dire, quand on prend lambda en heure moins 1, on prend T en heure. Et on peut synthétiser ça sous forme d'un grand tableau. Pour avoir l'activité de l'élément avec la demi-vie la plus courte, on fait une soustraction de ce qu'on a obtenu, l'activité totale, moins l'activité de l'élément avec la demi-vie la plus longue. Donc on obtient 40 000 à 0 heure,
à 12 heures 394 becquerels et à 24 heures, 4 becquerels. Maintenant, on va calculer le lambda. Donc, on va isoler le lambda et on va, donc, avec cette équation qu'on avait trouvée précédemment, on va prendre l'activité, on peut prendre l'activité, n'importe quelle activité, de l'élément avec la demi-vie la plus courte, vu que c'est ce qu'on recherche. On prend AT égale 12 et A0. Donc, entre ces deux mesures, il y a 12 heures qui se sont écoulées, donc on prend T égale 12 heures et on obtient 0,385 heures moins 1. Pour trouver le T1,5, on sait que T1,5 égale ln de 2 sur lambda. Donc on a lambda en heure moins 1, donc on obtient un T1,5 en heure, 1,8 heures. On multiplie par 60 pour obtenir 108 minutes. Donc item D était vrai. Item E, AT égale 0, l'activité est de temps. Donc on a trouvé précédemment que A0 était égal à 40 000 becquerels pour l'élément avec la demi-vie la plus courte. On rappelle que 1 millicurie, c'est 3,7 fois 10 puissance 7 becquerels, une conversion à connaître. Et donc on obtient par un produit en croix A0 qui vaut tant millicurie. Donc les réponses étaient DE. Maintenant QCM 17, on nous dit donc que le radon et l'or sont les éléments avec la demi-vie la plus courte et la plus longue, donc on peut affiner le tableau. Et donc AT égale 0, le nombre d'or est de temps. Alors on va calculer. On a une relation qui relie l'activité et le nombre d'atomes. C'est A égale lambda sur n, lambda fois n, pardon. Donc pour obtenir le nombre d'atomes n, on fait A divisé par lambda. AT égale 0, on a 60 000 becquerels qu'on divise par la constante de désintégration. Et attention ici, la constante de désintégration doit être en seconde moins 1 parce que les becquerels, ce sont des désintégrations par seconde moins 1. Donc, il faut que le lambda soit en seconde moins 1 pour que ce soit homogène. Item B, AT égale 72 heures, le nombre d'atomes de radon et de temps. Non, puisque le nombre, à partir de 36 heures, il n'y a plus d'atomes de radon. Item C, la masse molaire est de 86 USI. Elle est de 224 USI, puisque la masse molaire d'un atome, elle est égale à son nombre de masse A. Le nombre de masse du radon 224,86, c'est 224, donc on a 224 USI. Item D, AT égale 72 heures, la masse de tous les atomes d'or est de 10,79 picogrammes. Ça, c'est vrai. On utilise la formule que Léa vous avait montrée tout à l'heure au QCM 15. M égale la masse molaire fois l'activité fois la demi-vie qu'on divise par ln de 2 fois la constante d'Avogadro qui est à connaître, 6,022 fois 10 puissance 23 mol moins 1. La seule donnée qui manque ici, c'est le T1,5 de l'or. On a le lambda de l'or, la constante de désintégration. Donc, T1,5 par application numérique égale à 148,8 heures. On fait la petite application numérique, la masse molaire fois l'activité fois le T1,5 en secondes, à prendre en secondes, on multiplie par 3600. Pourquoi? On le répète, parce que les becquerels sont homogènes à des secondes. Donc le T1,5 doit être en secondes. Et on obtient 10,79 picogrammes. Item E, AT égale 24, la masse de tous les atomes de radon est de temps. On refait de la même façon avec la même formule, on remplace la masse molaire fois l'activité fois le T1,5 en secondes, qu'on divise par ln de 2 fois la constante d'Avogadro, et on obtient 1,4 fois 10 puissance moins 17 grammes. Voilà. Je vous laisse avec Maëlle. Et c'était du coup DE. Allez, du coup, on se retrouve pour corriger le dernier QCM d'exo. Donc, c'était un exo sur le carbone 14. Ce genre d'exo, vraiment, c'est toujours la même chose. Donc, une fois que vous avez compris, vous pouvez toujours l'appliquer. Donc, déjà, on vous demandait si le rapport était égal, c'était sur Z0 égal à 1,7. Donc, le spectre, c'est bien un objet en bois, donc organique, et on peut donc le dater au carbone 14. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. On nous dit dans l'énoncé qu'aujourd'hui, il reste 1,7 fois moins de carbone qu'à l'époque, donc il y en avait 1,7 fois plus à l'époque. Soit C0, la concentration à l'époque, égale 1,7 fois CT, la concentration aujourd'hui. Donc en fait, c'était l'inverse, c'était C0 sur CT. Ensuite, la constante radioactive du carbone 14. Du coup, ce qu'il vous faut connaître, c'est que le T1,5 du carbone 14 est de 5700. Ça, on ne vous le donnera pas, c'est une des valeurs pénibles à connaître. Et on sait aussi que, comme d'habitude, lambda égale ln de 2 sur T1,5. Du coup, on faisait lambda égale ln de 2 sur 5700 et on trouvait bien environ 1,216 fois 10 moins 4, mais c'était en an moins 1 et non pas en seconde moins 1.
On pouvait également calculer le lambda en secondes, mais dans ce cas-là, il fallait convertir le T1,5 en secondes. Voilà, il faut toujours faire attention à l'unité. On vous demandait si la poterie a été réalisée il y a 4364 ans. Attention, la poterie, c'est un objet inorganique, on ne peut donc pas la dater au carbone 14. Le carbone 14 ne permet de dater que les objets organiques, donc ça peut être autant un artichaut, un champignon, des végétaux, donc le bout de bois, ça marchait. Ensuite, on vous demandait la date du sceptre. Donc la formule que vous avez pour dater un objet au carbone 14, c'est celle-là, T moins T0 égale 1 sur lambda fois ln de C0 sur Ct. Il vous suffisait d'appliquer avec les données que vous aviez. Vous saviez que C0 sur Ct, ça faisait 1,7, voilà. Et on trouvait T moins T0 environ égal à 4364 ans. Cependant, attention, ça ne signifie pas qu'il date de 4364 avant Jésus-Christ. Ça nous indique qu'il date d'il y a 4364 ans, mais à partir d'aujourd'hui. Et du coup, on peut calculer la date de création du sceptre en faisant T0 égale T moins 4364, donc 2020, puisqu'on est en 2020, moins 4364 ans. Et donc, on trouve environ moins 2344 ans, ce qui signifie qu'il date d'environ 2344 avant JC. Donc, l'item D était faux, l'item E était vrai. Voilà, on est passé un peu vite, mais c'est l'heure. Du coup, voilà, le QCM 18, c'était E, la bonne réponse. Voilà, donc c'est tout pour cette colle. Donc on va malheureusement pas avoir le temps de corriger les QCM de cours, mais je vais vous donner les lettres et de toute façon vous avez la correction qui sera disponible dans la soirée. On mettra ça très vite. Donc QCM 1 c'était BDE, le QCM 2 c'était AC, QCM 3 c'était CE, le QCM 4 BD, le QCM 5 la D et le QCM 6 la E. Donc voilà, c'est tout pour cette colle. Donc paniquez pas si jamais vous n'avez pas trop réussi, ça a commencé à devenir un petit peu compliqué. Donc en vous entraînant, vous allez acquérir toujours vos automatismes et tout ça. Donc pas de panique là-dessus, vous avez tout le temps pour vous entraîner. Et donc on vous fait de gros bisous. Et à bientôt. Je suis pas sûr qu'on t'a vu. Ah oui, mais moi je commente. C'est au meilleur.